En gros, quand les lumières, quand elles s'allument, c'est carrément on est à l'antenne. Donc là, on est en direct. Bénéfice du doute. Le bénéfice du doute numéro 10. Bienvenue sur RCN et sur la tronche en biais. Ici à Sermendax. On va se poser la question, peut-on se fier à Wikipédia? Hein, vaste question. Ah, si seulement nous avions accès à la connaissance et à la culture gratuitement. Si seulement, en un clic, on pouvait connaître la biographie de Pocahontas, trouver un sonnet de Verlaine ou tout savoir sur le pylore. Le pylore, du grec pyloros, qui garde la porte, portier, et la région de l'estomac qui connecte ce dernier au duodénum. On parle de région pylorique. Ceci est le début de l'article Wikipédia dédié à pylore, cette petite partie méconnue de notre anatomie. Il y a 2 millions d'articles en français, Un petit peu plus, ouais. plus de 38 millions au total, Ouais. sur Wikipédia. Donc c'est l'un des sites les plus visités du monde, l'un des plus cités aussi. Et tout le monde peut le consulter gratuitement. Un peu comme notre chaîne en fait. C'est donc un bien commun. Peut-être que nous aussi, mais c'est moins sûr. Le produit de l'intelligence collective, motivé par un but commun, réaliser la plus grande encyclopédie du monde. Mais évidemment, vous savez, je suppose qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Cette encyclopédie, nous ne connaissons pas les auteurs. Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Peut-être cherchent-ils à nous tromper, à mettre en avant des idées ou des produits. Nous ne connaissons pas très bien ces créateurs. Quel était leur but? Qui sont-ils? Ont-ils des intérêts cachés? La plupart des gens ne connaissent pas les coulisses de ce vaste projet où certaines personnes détiennent le pouvoir de bloquer une page, d'en interdire la modification, de quel droit, ou sévissent parfois des guerres d'édition. Bon, en gros, comment ça marche. Alors, on va réparer toutes ces lacunes avec Lucas, ou Lyokoi, comment on t'appelle? Lucas, ça passe. Lucas, qui est membre de la fondation Wikimedia. Donc, bienvenue Lucas. Qu'est-ce que c'est? Alors, qui es-tu? Et qu'est-ce que c'est que cette fondation qui va absolument nous forcer à lire des encyclopédies? Alors bonjour, moi je suis Lucas Lévesque, je suis un contributeur à Wikipédia. Je suis membre de l'association francophone Wikimedia France qui est là pour aider les contributeurs et les contributrices à améliorer l'encyclopédie. Elle est soutenue par la Fondation internationale, la Wikimedia Foundation, qui héberge les différents projets, Wikipédia, Wiktionnaire et les autres, il y en a une quinzaine à peu près. Et donc, il faut être coopté, il faut appartenir à un groupe secret pour pouvoir être membre de cette société? Absolument pas. Absolument pas. N'importe qui peut contribuer à Wikipédia, peut être membre de l'association française. Donc, Wikipédia France, ça s'appelle? Wikimedia France? Wikimedia France, ouais. C'est une asso loi 1901? C'est ça, Donc, c'est transparent. totalement Combien transparent. de membres? Actuellement, on est 300 membres pour 19 000 contributeurs en France, donc on représente qu'une petite partie des contributeurs. Donc, il ne faut pas hésiter à... Et donc, pour être membre, il faut payer une cotisation de 14 000 euros. 12 euros. Ouh, quand même, hein, les temps sont durs. Donc, voilà, donc c'est une asso. Alors, en gros, qu'est-ce que vous faites, hein? Toi, quel est ton rôle? Je crois que tu étais dans le bureau, mais tu n'en es plus membre. C'est ça, j'étais membre du conseil d'administration, mais mon mandat s'est terminé, donc je ne suis plus membre depuis un mois. Donc voilà. Le but de l'association, c'est de récolter une partie des dons qui est fait par l'appel à dons sur Wikipédia chaque fin d'année. Et avec ça, on va soutenir la contribution sur Wikipédia. On va augmenter l'enrichissement de l'encyclopédie grâce notamment à du soutien technique aux contributeurs. Des fois, on a besoin de louer du matériel pour pouvoir faire des photos de haute qualité. Parfois, on a besoin d'acheter des ouvrages précis pour pouvoir faire avoir des sources de qualité sur les articles. Parfois, il va falloir déplacer des gens pour aller sur des sites particuliers. On fait aussi des conventions avec des institutions culturelles et scientifiques, avec des musées par exemple, qui nous ouvrent facilement leurs portes pour certains. Et grâce aux conventions, on peut accéder un peu plus facilement à la documentation, parfois aux œuvres ou à des photos d'œuvres. Voilà. Donc, mais, vous voulez des appareils pour prendre des photos pour les articles Wikipédia? On prête des appareils, on les loue pas, et on prête des appareils à qui en a besoin pour faire des belles photos pour bien illustrer Wikipédia. D'accord. Et les fonds, les livres qui sont achetés pour ça, ils finissent où?
Alors actuellement, ils sont gracieusement prêtés aux contributeurs et aux contributrices, mais chaque contributeur qui ait fait une demande de livre sait que si le livre lui est demandé par un autre contributeur et qu'il n'en a plus l'utilité, il doit le prêter. Voilà. Donc Wikipédia a été créé en 1423, je crois. Hein, parce que ça paraît vieux pour nous. Enfin, on a toujours connu les gens maintenant qui sont à la fac n'ont pas vécu dans un monde sans Wikipédia. Mais il y a eu un monde avant Wikipédia, et donc ça a démarré vers 2001. Oui, c'est janvier 2001, donc vraiment tout début 2001 pour la version anglophone, et la version francophone apparaît aux alentours de mars-mai, je crois que c'est quelques donc mois c'est après. Rapide. C'est très rapide, ça s'est développé très très rapidement, et même l'année d'après, en 2002, le premier projet frère est né, le Wiktionnaire anglophone est né l'année d'après. Donc les projets se sont développés à une vitesse qui était assez extrême, je dirais. On parlait donc Wiktionnaire, la Nupédia, la Wikiversité, les Wikisources. Il y a beaucoup de choses. Donc, on va voir un peu de tout ça pour que les gens ne soient pas trop perdus. Donc ça fait 20 ans, presque. Quasiment. Ça fait 20 ans. Ouais. 20 ans. Et donc pour les 20 ans, il y a un truc de prévu. Ils sont en train de prévoir. Pour l'instant, on ne l'a pas encore annoncé clairement, mais ils sont en train de prévoir quelque chose à l'international. Voilà. D'accord. Donc ce sera 2021, attention, puisque c'est 2001. Je sais compter. Je sais bien compter. Alors, tu nous parles un peu de M. Wales, qui est à la base de tout ça. Qu'on comprenne. Parce que c'est étonnant, surtout. C'est tellement dans le paysage maintenant que même on va voir sur Wikipédia attends, ça a remplacé le dictionnaire dans les maisons. Il n'y a plus de dictionnaire maintenant. Les dictionnaires sont en ligne. C'est le Wiktionnaire, c'est des équivalents voilà. en ligne. Donc c'est hyper important. Donc, quel était le contexte dans lequel ça a été créé? Pourquoi est-ce que M. Wells s'est dit il faut faire une encyclopédie en ligne? En fait, à la base, Jimmy Wales, c'est un entrepreneur sur Internet. Il fait partie de la Silicon Valley. Il était là depuis le début et il avait une boîte, Bomis, qui justement avait des sites Internet et c'était un entrepreneur comme les autres. Il a lancé le projet Nupédia en 2000, donc pas avant Wikipédia. Il voulait faire une encyclopédie classique, c'est-à-dire les experts construisaient des articles et ils se faisaient valider et ensuite on les mettait en ligne. Ça avançait lentement et malgré le fait que Nupédia avait une interface déjà proche, avec un wiki existe depuis 1995, et donc ils arrivaient vraiment pas à essayer de vendre cette encyclopédie. Ils voulaient faire la première encyclopédie en ligne accessible. Il hésitait entre gratuit, payant. Mais en tout cas, ils voulaient de la qualité. Et puis, il y a eu des demandes en disant mais cette interface wiki, on pourrait tester au grand public et puis sélectionner les meilleurs articles pour les mettre dans Nupédia. Donc, il utilisé le mot Wikipédia et il a ouvert ça en janvier 2001. Donc, le vrai projet, c'était Nupédia. À la base, oui. Et Wiki, c'était pour accélérer les choses dans Nupédia. C'est ça. Sauf qu'en fait, l'accélération a été telle qu'en 2005, Nupédia a fermé. Oh. Et Wikipédia a pris une ampleur telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. On avait évoqué Wikipédia dans l'émission qu'on a faite avec Mehdi Moussaïd sur la science des foules. Parce que justement, en l'occurrence, on est dans un projet collectif. C'est pas la foule, mais un projet collectif. Et de toute évidence, le projet ouvert à tous a marché mieux que le projet ouvert à ceux qui savent. C'est ça. Les experts. Qu'est-ce que ça nous... quelle leçon on tire de ça? La première leçon, c'est que les gens sont intéressés. Je pense, c'est que les gens sont vraiment intéressés. Hormis les quelques règles de base, les 5 règles fondatrices, toutes les autres conventions sont des arrangements entre les personnes sur la présentation et les différents critères d'acceptabilité des entrées. Et ces conventions ont fait que les gens en fait, ont trouvé leur place pour écrire sur des sujets qui les intéressaient, mais avec la méthode qu'ils ont mis en place, qui a été construite les premières années, je dirais la première décennie, on a construit la méthode de Wikipédia. Et les gens sont ravis de donner leur temps et sont ravis de parler des sujets qui les branchent et surtout sont ravis de le faire méthodiquement. Quand on leur explique ce que c'est la méthode, les gens le font avec la méthode. Et ça marche. C'est ça, en fait. Et donc, le message important que moi, je voudrais faire passer, donc toi, c'est que vous avez le droit de trouver que Wikipédia, c'est pas terrible, qu'il n'y a pas l'info importante, qu'ils ont raté le truc. Dans ce cas-là, les gens, vous sortez les doigts du fondement et du reste et de vos orifices. Et parce que tout le monde peut le faire, vous avez le droit de venir participer. Au lieu de critiquer et d'être celui qui dit « Ah, c'est nul », eh bien, vous faites les choses. Et je m'adresse là en particulier aux universitaires. Ils en sont revenus, on va parler, il y a eu une crise vers 2005
où c'était beaucoup critiqué. D'ailleurs, c'est la fin du Nupédia, peut-être que ça correspond à ça. Et maintenant, quand même, ça va mieux. Les gens qui savent, entre guillemets, les chercheurs, critiquent moins Wikipédia, peut-être parce qu'ils s'investissent plus. Est-ce qu'on a une idée de qui contribue dans la 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 population. sociologie? Voilà. Est-ce qu'on a beaucoup de chercheurs, Mm. beaucoup d'étudiants, ou des gens, des retraités, c'est qui? C'est vrai qu'on a en majorité, alors au niveau de la pyramide des âges, la majorité des gens, c'est des hommes de 25 à 35 ans, c'est notre C'est génération. notre public, c'est ceux-là. Ouais, c'est ça. Coucou les copains. Et c'est des informaticiens ou des gens qui travaillent avec l'information. Donc il y a les informaticiens, il y a aussi des bibliothécaires, il y a des chercheurs. Mais la grosse majorité, c'est des informaticiens. Wikipédia, c'est un projet sur le web à la base. Alors, je précise que tu ne dis pas que c'est bien. Non. Tu dis que c'est... Non, mais parce que je connais la manière dont les gens Oui. entendent ça. C'est pas fait pour ces gens-là. Il se trouve que c'est eux qui s'en emparent. C'est ceux Et qui... c'est dommage que les autres le fassent pas parce que ça leur appartient aussi. C'est vrai. Mais il y a la barrière informatique. Oui. Les personnes les plus éloignées sociologiquement d'Internet, que ce soit sur la pyramide des âges ou que ce soit voilà, en termes d'accès à la richesse, ont beaucoup moins d'accès à Wikipédia, que ce soit à la lecture ou à la contribution. Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Il y a un autre problème qui est on n'a que 20% de femmes, à peu près, un petit peu moins, je crois. En termes de représentativité, c'est pas top. Il faudrait que ce soit plus accessible et plus... Déjà, il y a eu un effort considérable Ouais. sur l'interface. C'est beaucoup plus proche d'un Word, enfin, d'un C'est vrai. traitement de texte qu'auparavant. Et puis, si jamais la forme n'est pas parfaite, il y a des gens qui passent derrière et qui remettent des balises comme il faut, etc., et qui mettent en forme. Et là-dessus, il n'y a pas de jugement. Il y a juste, on renvoie les gens vers, faites attention à ça, t'as telle info à telle place. Donc, c'est hyper inclusif à ce niveau-là. C'est pas tout le temps vrai. Pas encore. En fait, c'est pas tout le temps parfait. C'est-à-dire que il y a une population de Wikipédia, il y a plusieurs tendances dedans. Et il y a une des tendances qui est assez frontale avec les nouveaux, qu'on a tendance à appeler les suppressionnistes, mais c'est pas que eux. Les suppressionnistes. Oui, qui ont tendance à supprimer des articles qui ne Oui, correspondent pas aux bons critères. Et quelqu'un qui vient faire un test, quand il le fait dans l'espace principal de Wikipédia, ce qui était le cas avant, aujourd'hui se retrouve assez frontalement supprimer son article. Ça peut être quelque chose d'assez violent. Et du coup, on va vous dire comment débuter. Voilà, on vous expliquera. Mais du coup, ce côté inclusif, il y a encore beaucoup de critiques qui sont faites, malgré le fait que vous trouvez maintenant des MOOC complets, vous avez des cours complets sur Wikipédia qui sont libres, vous avez des vidéos partout, vous avez des tutoriels. Donc si vous commencez à les suivre, déjà, vous avez beaucoup moins de problèmes. Donc, dans la diversité des projets, donc on a eu la Wikimedia Foundation qui est arrivée dès 2002 parce que du coup, on est passé d'un projet entrepreneurial à quelque chose qui n'est plus... qui n'a plus vocation à ramener du fric. C'est ça, la fondation est de non-profit. C'est quoi cette fondation et du coup, après, voilà. Pourquoi la fondation? Comment la fondation? Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Alors, la fondation a été donc montée par Jimmy Wales, qui en a été son premier président, parce que justement, il voulait extraire ça de l'entrepreneuriat. Au début, c'était sa boîte qui finançait, donc avec les revenus qu'il avait d'autres sites internet. Et du coup, bon, c'est pas que c'était pas rentable, mais il y avait des gens qui commençaient déjà à donner fin 2001. Et du coup, il s'est dit, il faut absolument qu'on mette en place un système parce que ça allait de pair avec le côté ouverture, parce que si derrière l'hébergeur, lui, était commercial, voilà, c'était pour empêcher que le projet change fondamentalement. Être autonome, en fait. C'est ça. Donc la fondation a été mise en place. Elle a pour but d'héberger les projets, d'animer un peu les communautés et de faire en sorte que les projets se développent, quelle que soit la langue. Donc c'est pour ça qu'il y a 300 langues pour Wikipédia aujourd'hui. 300 langues. Ouais. Alors tous les articles ne sont pas en 300 langues. Non. On est sur à peu près 30% d'articles qui correspondent à 2 langues ou plus. 70% des articles n'existent que sur une langue. Et d'où l'intérêt, mesdames et messieurs, de parler plusieurs langues. Tout à fait. Pour aller lire en anglais, en italien. Ça, les traductions sont de vraiment bonne qualité pour parler des autres cultures sur une langue. Oui. Et donc, dans cette fondation autour de Wikipédia, donc j'ai cité, il y a les Wiktionnaires, les Wikisources, les Wikimedia Commons, la Wikiversité. D'abord, rappelle-nous, parce que tu as évoqué que c'était écrit en 96, c'est quoi un wiki? En 95, alors le wiki, le wiki, c'est un logiciel
qui est simple. C'est un principe de logiciel, c'est tu modifies la page que tu vois sur Internet. C'est ça le principe du wiki. Ça vient du mot hawaïen wiki, qui veut dire rapide, instantané. Et du coup, comme bistrot, qui est du russe. En russe, ça donnait les bistrots en France. Voilà. Wiki veut dire vite. Et c'est du hawaïen. Hawaïen. Intéressant. Tout à fait. Et du coup, cette instantanéité, c'est ça. C'est-à-dire que je modifie la page, je valide, c'est instantané, tout le monde a accès à la nouvelle version modifiée. Et c'est parti de là, en fait. Et on n'est pas les seuls à utiliser un wiki. Le logiciel de wiki qui s'appelle MediaWiki, qui propulse tous les projets de la fondation, est utilisé par plus d'1 millier d'entreprises à côté. Vous pouvez l'installer pour avoir le vôtre, si vous voulez. Si vous êtes anglophone, il y en a le Rational Wiki, qui est un wiki sur lequel on a plein de ressources sur des idées bizarres, des théories farfelues et des gens qui les promeuvent. Et donc, alors, le dictionnaire, c'est quoi ? C'est un dictionnaire, c'est un ensemble d'ouvrages sur la langue. C'est-à-dire que vous allez avoir un dictionnaire de définition, comme le Larousse et le Robert, mais vous allez aussi avoir des étymologies, des traductions. Mais comment ? Parce que là, du coup, peut-on se fier à Wikipédia, c'est une chose, mais alors, le dictionnaire, c'est encore pire. Parce qu'un dictionnaire, moi, je veux être sûr que les gens savent ce que le mot veut dire. Parce que si je joue au Scrabble, c'est hyper important pour moi. C'est vrai. Qui écrit le dictionnaire ? Alors des gens comme moi, je suis un des administrateurs du dictionnaire. Fichtre. Mon compte triple, s'il te plaît. Je t'en filerai quelques-uns. Le dictionnaire, en fait, on va justifier les définitions à partir des attestations d'usage. C'est-à-dire qu'on va trouver des usages de mots dans des phrases, et quand on en a suffisamment pour attester un usage en disant oui, ce mot est utilisé, eh ben, on va définir à partir de ces attestations un sens. Et si on en sort deux, ben, on va diviser, on va faire deux sens. Tu sais bien que le sens des mots peut poser problème. Enfin, d'abord, ça évolue. 2, c'est compliqué. Et parfois, il y a même beaucoup d'idéologie derrière des mots. Bien sûr. Typiquement, j'ai sorti un article sur mon blog sur l'athéisme il y a quelque temps. Dans les dictionnaires, on ne trouve pas le sens que moi et beaucoup de gens on donne à ce mot-là. Alors, on est embêté parce que du coup, quand on utilise le mot, les gens entendent autre chose. Est-ce que... c'est une vraie question parce que on n'a pas peut-être qu'il est manquant sur le dictionnaire. C'est un projet comme Wikipédia. Je ne vais pas les vérifier sur celui-ci en fait. C'est une lacune à mon travail, j'irai voir. Mais autant je sais plus ou moins comment marche le Wikipédia finalement. En fait, c'est le dictionnaire qui me pose plus de questions maintenant que j'y pense sur parce que j'avais jamais pensé moi à aller modifier le dictionnaire. Alors que Wikipédia, je sais qu'on peut le faire. Ça, comme quoi, comment on sait que c'est fiable ? Eh ben, on va sourcer. Si l'article n'a aucune source, aucune référence, aucune attestation d'usage, oui, du dictionnaire. D'accord. Pareil, on source aussi. S'il n'y a aucune référence sur l'étymologie, s'il n'y a aucune source, aucune attestation d'usage, et il y a une simple définition en plein milieu de l'article avec rien d'autre, vous êtes en droit d'être critique sur l'article et soit en apporter des sources, soit dire écoutez, là je suis vraiment pas sûr. D'accord. Parce que dans le dictionnaire, vous avez la définition et vous avez souvent 3-4 phrases qui montrent l'exemple. Ouais. Et je sais qu'il y a une phrase de moi. Je sais plus quel mot. C'est dû être moi qui l'ai mis. C'est toi qui l'as mis. Bon, voilà. Donc, il y a quelques mots qui sont définis par rapport à mon usage à moi. Donc, on peut dire que, en effet, il faut se demander comment c'est construit, etc. Même là, sur le camp, je pense que c'est fiable. Wikisource. Wikisource, c'est une bibliothèque libre où, en fait, tous les textes qui sont publiés en licence libre ou qui sont dans le domaine public vont être récupérés et informatisés. On va prendre le facsimilé, la photo de la page du livre. Du Voltaire ou du Rabelais, voilà. Boum, Wikisource. C'est ça. Et l'avantage, c'est qu'on va transformer les pages photos des livres en texte directement, voilà, informatisé. Donc là, on pourra faire de la recherche en plein texte. Ouais. Et du coup, pour l'analyse stylistique, pour faire des recherches de citations pour le dictionnaire, par exemple, c'est d'une qualité incroyable. Est-ce que c'est lié au fait, parce qu'il y avait ce projet, je crois que c'était Google qui voulait scanner tous les ouvrages du monde. Alors ça, c'est Google Books. Quelle différence ? Quelle différence, c'est que Google Books ne fait que de l'OCRisation, qui est un logiciel de reconnaissance de caractère. Il fait qu'une seule passe. Et puis si l'OCR fait ce qu'on appelle des scannies, donc des erreurs de reconnaissance de caractère, il s'en fiche. Sur Wikisource, pour qu'un ouvrage soit validé, il faut qu'il y ait 2 personnes qui aient relu l'ouvrage. Et donc en termes de qualité de reconnaissance de caractère, de justesse par rapport à la page imprimée, on est le meilleur aujourd'hui en termes de qualité. C'est le meilleur. Mais je parlais aussi de la démarche, le fond de la démarche. Est-ce qu'il y a une différence entre Wikisource ou... Non, parce que, en fait, Wikisource est pérenne. Une des questions, c'est à qui ça appartient tout ça. C'est ça. Et je crois que c'est différent avec d'un côté Wiki, le Wiki média, et en face Google, quand Google scanne, ça lui appartient. C'est ça. Et vous, quand vous scannez, ça appartient à qui ? Ça appartient à tout le monde. C'est faux, c'est beau.
Ça appartient à tout le monde et en plus de ça, Wikisource se bat un peu contre ce qu'on appelle du copy fraud, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont revendiquer du droit d'auteur sur des ouvrages et des textes qui sont dans le domaine public. Et donc on ne reconnaît pas des droits d'auteur qui sont posés par Gallica qui interdit la commercialisation alors que les ouvrages sont dans le domaine public, ou Google Books aussi. Et bientôt peut-être l'INA, il y en a aussi qui bon, en vrai, c'est des ressources vidéo donc plus récentes, donc ça sera sur Commons. C'est plus compliqué, mais parce que par exemple, quand nous on veut utiliser des extraits de vieilles émissions du service public qui sont censés appartenir à l'État, à tout le monde, en fait, on ne peut pas parce que l'INA exige, et c'est des sommes importantes pour des petits producteurs, qu'on les paye. J'aimerais dire à l'INA qu'à un moment donné, ça suffit. Voilà. De la part des défécateurs, même, je pourrais dire des gros mots, voilà, parce que c'est de causer des problèmes. La Wikiversité. La Wikiversité, c'est un projet d'université, donc vous avez et des cours et des recherches. Tu m'as dit 1300 cours en ligne. C'est ça. Sur quoi ? Sur tout. Vous avez des cours sur les langues, vous avez des cours sur les maths, sur de l'informatique, sur de l'histoire, de la géographie, mais des cours d'un niveau universitaire. D'accord, c'est voilà. Bac et vous pouvez construire votre propre cours. Vous pouvez mettre des exercices avec des objectifs, des chapitrages de cours. Voilà. Et qui fait ça ? Des gens. Ils sont une petite communauté. Comment on sait que c'est un niveau universitaire ? Parce que si moi, je veux faire un cours sur la lithothérapie et dire que l'améthyste soigne le cancer, où on a vu passer avant-hier, je crois, j'ai oublié quelle pierre, une pierre qui aide à guérir le sida. Bon, c'est si quelqu'un Nebulastone. Nebulastone. C'est ça. Bon, voilà. C'est des gens qui croient pour de vrai. C'est des gens qui pensent avoir une vraie expertise. C'est des gens qui vont dire Wikiversité, c'est fait pour moi. J'y vais, je fais un cours. Comment on fait ? Je ne connais pas les critères d'admissibilité de Wikiversité. Néanmoins, il faut justifier avec des sources de qualité universitaire, je pense, pour être sûr que le cours reste. Donc sinon, on aura le droit de le supprimer. On ne va pas développer si tu n'es pas de... Mais bon, voilà. Il y a des trucs qu'on ne va pas être expert en tout. Donc, la Wikiversité, peut-être qu'on en parlera un jour, mais parce que c'est juste beau d'avoir accès à des cours gratuits faits par des gens qui n'en tirent pas de bénéfice. Enfin, ça existe, le partage, l'altruisme et le désir de partager des choses. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est pas possible et qu'on est tous égoïstes ou à pro-gain. Eh ben, c'est pas vrai. J'ai des chiffres là-dessus sur Wikipédia. Si on prend les milliards de modifications qui ont été faites, 10% ont été identifiés comme étant des vandalismes. Il faut rajouter 10% de ce qu'on appelle des revers, des retours en arrière pour enlever ces vandalismes. Donc au final, ce qui reste, c'est 80% de modifications qui sont du pur altruisme. Qui sont utiles, ouais. Après, sauf ceux qui vont écrire sur leur propre page ou qui vont machin. Mais au final, c'est très peu par rapport à la masse. Faire et que ça soit vrai. Tant que c'est neutre. Donc, 38 millions de pages, un peu plus de 2 millions en français. C'est ça. Il s'est passé quoi en termes d'image ? Parce que j'ai évoqué le fait que il y a eu une période avec une année noire. Ouais. Voilà. En 2000, c'est quoi le contexte ? Pourquoi en 2005 Wikipédia avait une image absolument catastrophique ? C'est dû à plusieurs choses, je pense. Il y a notamment le fait que les associations ont commencé à exister factuellement. Wikimedia France, c'est 2004-2005. Et donc, en fait, d'un coup, les universitaires ont pu avoir une sorte de cible identifiée dans certains pays. Il y avait des gens, c'était eux qui étaient en charge. C'est ça. En plus de ça, c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à avoir des articles sur les journaux télévisés. Il n'y en avait pas avant. Les premiers articles qu'on trouve sur l'INA, les premiers reportages, c'est 2005-2006 dans ces eaux-là. En France. En France notamment. Et du coup, et c'est pareil aussi, on a atteint une sorte de masse critique. C'est-à-dire qu'en 2001, il n'y avait quand même pas grand-chose sur Wikipédia. Et sur Wikipédia, en 2005, on a atteint une sorte de masse critique où, en fait, à peu près tous les domaines ont été touchés. Donc, à peu près tous les spécialistes des domaines ont été touchés et donc ont eu un avis dessus. Voilà. Et comme, évidemment, quand on commence, on n'est pas forcément très bon, il y avait plein de pages qui n'allaient pas, sans doute. À l'époque, oui, je pense. Oui. Les critères sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et du coup, depuis, les critères ont évolué en fonction de l'augmentation en qualité de Wikipédia. Et donc, ça fait que je pense qu'il y a aussi l'action des bénévoles sur le terrain qui ont pris contact avec les universitaires, plus quelques universitaires qui, eux, à l'inverse de leurs collègues, ont contribué en trouvant ce projet chouette. Et donc, ça, au fur et à mesure, fait changer les... Parce que moi, en 2005, j'étais à la fac et Wikipédia n'était pas du tout conseillé par les profs. Ils n'allaient pas là-bas. C'est nul.
Elle est bibliothèque et vous trouvez le bouquin de machin qui est de 1979 ou 83. C'est très bien. C'était bon. Et à l'époque, ça paraissait. Enfin, C'est vrai. on obéissait entre guillemets à ces consignes-là. On n'allait pas sur Wikipédia Mhm. à la fac. Il me semble qu'aujourd'hui, on dit aux étudiants ne recopiez pas Wikipédia. Et c'est pas pareil que C'est de pas ne pas y pareil. aller. Ça a vraiment changé. Moi, j'ai donné je faisais des stands, je tiens des stands depuis à peu près 5 ans. Et il y a 5 ans, c'est vrai qu'on avait encore des profs qui venaient à Wikipédia avec plein de critiques et tout ça. J'ai quasiment plus ça aujourd'hui. Bon, Ça a disparu. alors, parce que donc moi, une info que j'ai jamais répétée, peut-être qu'elle est fausse, tu vas me corriger, c'est que il me semble que Wikipédia, par rapport à la question du titre de l'émission, est l'encyclopédie la plus fiable du monde parce que une erreur y est lue moins de 100 fois en moyenne. Mhm. S'il y a une grosse bourde quelque part, si l'article est pas beaucoup lu, bah, elle peut rester, mais personne ne la voit. Et au bout de 100 visites, bah, c'est corrigé. Et si l'article est beaucoup, beaucoup vu, bah, très vite, on voit, on repère, parce qu'il y a des robots, il y a des gens. Et donc, on arrive au cœur de la question. Comment on sait que c'est fiable? Pourquoi est-ce que je peux aller voir la page Wikipédia, pas de l'Infalande, de Sarkozy ou du Pylore, et savoir que ce que je lis, je peux avoir confiance? Alors, ça a été mesuré par des chercheurs. Si vous cherchez de la recherche sur Wikipédia, vous faites Wiki Research ou Research Wikipédia. Vous avez plus de 5500 articles qui ont été publiés sur Wikipédia Bon. sur la question de sa fiabilité, Ouais, sur la j'ai pas question tout de... lu, hein, j'avoue. Moi non plus. Et donc vous avez pas mal de sources, mais il y a une publication intéressante qui a été faite en 2012 où ils ont comparé, ils ont pris 40 articles de la Wikipédia francophone, anglophone et germanophone et qu'ils ont comparé avec leurs équivalents dans Britannica et Universalis. Dans les langues correspondantes. Et cette comparaison a été faite en aveugle. Ils ont envoyé ces articles à des spécialistes de chacun des thèmes en leur donnant pas l'origine de ces articles. Ils ont corrigé les 3 articles, ils ont donné des notes à chacun des articles, ils les ont renvoyés, ils ont fait ça sur une centaine de chercheurs. Bon, l'échantillon n'est pas très important, mais ça a été fait il y a déjà 7 ans, donc ça a peut-être été refait aujourd'hui, il faudrait que je vérifie. Et ce qui est apparu, c'est que Wikipédia n'avait pas plus d'erreurs que les autres encyclopédies déjà à l'époque en 2012. Et surtout, l'avantage, c'est que les erreurs qui avaient été identifiées pendant l'étude, il y en avait 12%, si je ne me trompe pas du chiffre, qui avaient été déjà corrigées à la fin de la publication, entre le début et la fin de la publication Ouais. de l'étude. Alors que du côté des papiers, le problème d'une encyclopédie papier, c'est que si vous avez dans votre salon une encyclopédie qui est là depuis 20 ans, eh ben, elle est périmée en partie. En Et partie. puis, s'il y avait des erreurs, parce que ça arrive, eh ben, même si ça a été corrigé, votre papier, il est imprimé, hein. Mais est-ce que c'est écologique, Wikipédia? On a mesuré récemment l'impact des projets, parce que c'est quand même le 6e site mondial, donc on génère quand même beaucoup de trafic. C'est 600 millions de vues par mois pour la version anglophone. Ah, c'est plus que nous, tiens. Un peu. C'est assez considérable, c'est quand même c'est plusieurs milliards de connexions sur tous les sites chaque mois. On a un impact qui est assez important, mais comme on n'a que de la lecture, nos serveurs ne font pas on n'a pas de JavaScript partout, on n'a pas de tracker, plutôt tout léger, ça, voilà, aussi. c'est plutôt léger. Wikipédia, le texte ne pèse en comprimé, sans les images, ne pèse que 4 gigas. Hein. Ah, toute encyclopédie, c'est 4 La gigas. version francophone, c'est 4 gigas. Voilà, C'est du texte. c'est- Donc en fait, les pages ne pèsent pas lourd. On a un impact qui est assez faible. On a le par serveur rapport à image, Netflix, en fait, vous êtes rien, mais quoi. largement, ouais. Ouais. Largement. Mais on sait qu'on a un impact quand même considérable par rapport à des petits sites internet. Mais c'est en Messieurs, train dames. d'être mesuré, justement, on est en train de voir pour changer ça. Déjà, on achète de l'électricité verte au mieux possible. Je sais ce que la Fondation essaie de faire Ouais. ça. On essaie aussi de réduire, parce qu'en fait, on s'est aperçu que la pollution, c'était dû au déplacement entre comme les contributeurs les plus actifs se déplacent pas mal en avion entre les continents Ah, pour animer les communautés locales, eh et l'avion a un impact assez il important. faut faire de la vidéo. Nous, avec l'aide, on est intervenu au Canada, on n'y est pas allé, on a fait une vidéoconférence et ça marche très, très bien. Ça marche très bien. Avis à nos amis écolos qui nous écoutent, si vous voulez vraiment être super écolo, vos soirées ne les passez pas devant Netflix, mais devant un article qui parle du Pylore ou de Katmandou. De l'orientation du papier toilette, c'est des grandes soirées Il y a très un drôles. article Wikipédia là-dessus? Oui, si on le met dans le sens du mur ou de l'autre côté du mur. Oui, on a un article Il y là-dessus. a un article là-dessus. On apprend des choses formidables, Wikipédia. Alors, qu'est-ce que j'ai comme note après? Alors, quelles questions on doit se poser lorsqu'on est un utilisateur? Et bien après, on va parler de comment on contribue. Mais je débarque sur Wikipédia,
j'y connais pas grand-chose, j'ai 10 ans ou j'en ai 86. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans cet environnement-là pour quelles questions je me pose? Alors, la première question à se poser une fois qu'on a lu l'article, c'est déjà s'il n'y a pas des choses qui, avec vos maigres bases sur le sujet, vous semblent absolument incohérentes. Dans le ton, notamment. Oui. Dans le style d'écriture, s'il est un peu publicitaire. Donc, déjà, si le ton n'est pas neutre, factuellement neutre... Ça, j'ai envie de dire, il faut déjà être habitué au ton encyclopédique pour reconnaître que le ton est pas C'est vrai. neutre. Après, factuellement, vous avez le nombre de sources en bas de la page. Okay. Si elles sont reliées par des petits 1, 2, 3 dans les textes, donc ça veut dire que chaque information est reliée à sa source. Si vous avez une liste de sources, mais que toutes les informations au-dessus ne sont reliées à aucune, elles peuvent être vraies, mais on ne sait pas quelle information est issue de quelle source, et du coup... Il manque du travail pour que... En gros, il faut que dès qu'il y a un lien, vous puissiez cliquer dessus, vérifier que le lien n'est pas mort, et que ça dit bien ce que c'est censé dire. Si la source est vérifiable, si vous pouvez y accéder ou si vous voyez qu'elle est disponible en bibliothèque, donc vous pouvez la demander ou faire un transfert d'ouvrage, ça veut dire que le travail a plutôt été fait, parce qu'on a identifié ces sources-là. Si la source est inaccessible, si ça renvoie vers un site mort, posez-vous des questions. Quoi. La neutralité, les sources. Les sources. C'est tout. Après, c'est aussi regarder si l'article a des liens qui renvoient vers d'autres articles, c'est-à-dire s'il fait partie d'une sorte de réseau de connaissances. S'il y a plein de liens bleus, ça veut dire qu'il est quand même inscrit dans quelque chose d'intéressant. Si tous les liens sont rouges, ça veut dire que c'est peut-être le seul article qui parle de ce sujet-là, de ce domaine-là. Ça peut être un article émergent, mais ça peut aussi vous dire que c'est le début, quoi. On est en train on débroussaille le sujet. Et fiable, enfin, pas fiable ne veut pas dire faux. C'est ça. Ça veut dire qu'on n'a pas les garanties qu'on devrait avoir pour classifier. Et puis, dans l'environnement, il y a d'autres pages. Il y a des onglets tout en haut avec articles, discussions, historiques et je ne sais plus quoi. Modifier. Ah, bien sûr, on s'en verra après. Ça sert à quoi? Alors, l'onglet, quand vous êtes sur l'article, l'onglet, c'est l'onglet article. Chaque article a un onglet discussion. Donc, notamment, si vous savez que le sujet est un peu polémique, regardez sur l'onglet discussion. Ce sont les discussions qu'ont eues les Wikipédiens pour construire l'article ensemble. Les discussions n'ont lieu qu'au sujet de l'article. Et donc, ça va vous donner... Là, il faut apprendre aussi à le lire parce que c'est une architecture un peu particulière. Ou pas par embranchement. C'est du travail interne, donc c'est vrai que bon, voilà. Mais c'est pas fait pour être facile à lire, c'est fait pour être utilisable facilement par ceux qui l'utilisent. Voilà. Mais quand on apprend à lire, on reconnaît un peu comment les gens se répondent, etc. Et plus cette page-là est fournie, plus, sans doute, attention, il y a polémique. Plus il y a polémique, mais ça ne veut pas dire que l'article ne sera pas neutre. Ça veut dire qu'au contraire, plus il y a des Wikipédiens qui ont travaillé, qui ont contribué, qui ont eu dû à faire des consensus, qui ont mis en place. Prenez l'article sur le conflit israélo-palestinien. La page de discussion a dû être archivée je ne sais pas combien de fois, tellement elle est grande par rapport à l'article aujourd'hui. Mais parce que le sujet étant tellement touchy que quasiment toutes les modifications sont faites par des consensus pour être à peu près d'accord qu'on ne dit pas n'importe quoi. Et ça montre aussi la qualité de la contribution qu'il y a sur certains sujets. Alors, je ne dis pas que quand elle est pleine, c'est que l'article est mauvais, mais ça veut dire que l'article, c'est qu'au moins vous avez eu raison d'aller voir. Ouais. Plus cette page-là. Et après, on a l'onglet historique. Historique qui permet d'avoir chacune des modifications de l'article, à la virgule près. Quelqu'un fait une modification, rajoute un espace valide, ça fait une nouvelle version de l'article. Et donc, vous avez toutes les versions de l'article qui sont disponibles depuis la première. Voilà. Et donc, on peut retracer comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que, et on va parler de cet exemple particulier, bonjour TF1. Il y a des gens qui font pas du validisme, du vandalisme. Du vandalisme, c'est presque la même chose parfois. Et donc, parce que Wikipédia, pour eux, devient une vitrine commerciale, etc. Et donc, on a l'exemple, et c'est pas de bol pour lui, mais Jean-Pierre Pernaut, qui est un journaliste évidemment éminent, a une page, mais qui a été caviardée, qui a été machin, parce que les gens ne voulaient pas que telle info soit vue avec éventuellement le fait qu'il y a eu... alors, c'est quelle localité? C'est près de Nice. Il y a eu 200 000 € dépensés pour qu'ils viennent par Estrosi, faire une course un rallye en voiture. Et puis, globalement, il s'était mis d'accord pour que lui parle de la région dans son journal. Bon, c'est pas de la corruption démontrée, mais le fait qu'il ait voulu cacher et que l'info, en fait, c'est de l'argent public, alors on peut en parler. Il y a eu, en gros, une guerre d'édition. Et alors,
Explique-nous un peu ce qui s'est passé. Il n'y a pas que lui, il y a eu plein d'autres. Non. Patrick Poivre et d'autres. TF1 apparemment a quand même beaucoup énervé les Wikipédiens. Oui, TF1, c'est pas mal. Comme elle a profité du fait que tout le monde peut modifier, donc elle s'est dit, moi. Comment on sait que c'est eux? Alors l'avantage, c'est que on connaît leurs IP. C'est quoi une IP? Alors l'IP, c'est l'adresse Internet qui correspond à votre box ou à un ordinateur qui est connecté à Internet. Et c'est une adresse physique. C'est une adresse physique. Et ces IP, elles sont détenues, et vous avez des annuaires d'IP qui sont détenus, et du coup, elles sont détenues par des sociétés. Donc c'est pour ça qu'on sait que c'est TF1, parce qu'on reconnaît, on remonte l'IP. Chez eux. Voilà, ça venait de leurs locaux. On ne dit pas que c'est Jean-Pierre Pernaut qui l'a fait. Non. C'est sans doute pas lui d'ailleurs. C'est pas forcément lui. Et du coup, quelqu'un chez eux, ou plusieurs personnes chez eux, ont pendant un certain temps essayé de modifier un certain nombre d'articles qui touchaient leur présentateur, l'article de la chaîne, et puis quelques-uns des sujets qui touchaient, pour embellir un peu la réalité vis-à-vis des sources qui avaient été mises avant. Évidemment, ça s'est vu parce que dès qu'un article est déneutralisé, les contributeurs le voient assez rapidement. On vérifie toutes les modifications qui sont faites. Et donc, rien que ça a été identifié. Quand on s'est aperçu que c'était TF1, on a mis une alerte. On s'est aperçu qu'à chaque fois que TF1 faisait une modification, on surveillait. Il y a des bandeaux sur l'article aussi on peut faire attention. Des bandeaux qui signalent tel article, soit c'est une ébauche, soit il n'est pas neutre, soit il manque des sources, etc. C'est ça. Et du coup, on s'est aperçu que TF1 voyait Wikipédia comme sa vitrine, avec surtout pour essayer de mettre sa vision des choses. On a eu ça avec des gens. Je n'ai pas encore cité celui-ci. C'est toujours les gens que je sors, mais un certain Idriss quelque chose, qui avait une page Wikipédia qui était un CV, comme sa grande science, c'est des beaux CV. C'était une belle page, mais du coup, il y a eu des... C'est pas très neutre. Voilà. Mais alors, c'est quoi une guerre d'édition, du coup? Une guerre d'édition, c'est quand quelqu'un fait une modification, puis quelqu'un d'autre l'enlève, puis l'autre la remet, puis ainsi de suite. Et du coup, au final, l'article n'avance pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle une guerre d'édition. Et il y a une règle, c'est la règle des 3 revers. Donc, revenir en arrière. Un revers, c'est revenir en arrière. Et du coup, si on fait 3 revers, 3 revient en arrière, on arrête. L'article peut être bloqué, protégé. Et les Wikipédiens ont l'obligation de discuter dans la page de discussion, de trouver un consensus. Qui a le pouvoir de bloquer? Alors, c'est un pouvoir, mais c'est surtout un droit qui est donné à des gens qui sont élus par la communauté, qu'on appelle les administrateurs. Voilà. Il faut faire candidature, et si la communauté vous accepte, vous élit, vous avez accès à ces droits supplémentaires. Donc, par exemple, il faut être membre de l'association? Pas du tout. Donc, il faut juste être contributeur, et les gens vont juger en fonction des contributions que vous faites, de leur qualité. Donc, quand on est contributeur, on a un compte. C'est et ça. Donc, on peut cliquer et on voit ce que les gens font comme activité. On n'est pas obligé d'être contributeur avec un compte, mais on élit que des gens qui ont des comptes. On ne peut pas donner un droit sur quelqu'un qui n'a pas de compte. Donc, il faut avoir un compte sur Wikipédia. Et avoir un compte, ça permet d'avoir une identité identifiée, même si c'est sous pseudonyme. Vous pouvez mettre votre nom, prénom, totalement autre chose. Mais ça vous permet d'avoir une identité identifiée. Donc, c'est à cette identité-là qui a fait telle modification que les droits seront donnés. Combien est-ce qu'il y a de gens qui ont Sur Wikipédia, c'est à peu près 140 administrateurs, si je ne me trompe pas. D'accord. Voilà. En France? En France. Francophone, Wikipédia francophone. Donc c'est Québec, Suisse, Belgique, Luxembourg et les pays africains aussi. Côte d'Ivoire, c'est ça. Sénégal, Togo. Donc c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. 140. Il y a 19 000 contributeurs, entre 16 000 et 19 000 contributeurs sur la francophone. Donc, encore une fois, si vous avez envie de vous investir, on va en parler maintenant. Parce que bon, se fier à Wikipédia, c'est une chose, mais peut-être que c'est plus facile de se fier à des choses dont on sait comment elles marchent. Et le mieux, c'est encore de mettre un peu les doigts dedans. Je veux... alors d'abord, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'à l'école, on apprend à le faire? Je sais pas. C'est quoi le meilleur moyen de mettre un pied dans Wikipédia? Alors, le plus simple, c'est de faire des ateliers. Il y en a dans à peu près toutes les grandes villes régulièrement. Nous sommes à Nancy. Est-ce que tu aurais une date d'un atelier de Wikimedia qui viendrait faire des choses? Non, malheureusement, je ne sais pas s'il y a un groupe à Nancy, j'aurais dû vérifier. Nancy est une grande ville quand même. C'est vrai. Je sais qu'il y a un groupe qui est très actif à Strasbourg, pas loin. Strasbourg, c'est moins bien que Nancy. Strasbourg, c'est moins bien que Nancy. Bon, on vous aime à Strasbourg. Ok, donc il y a des ateliers. Voilà. Comment on s'inscrit? Il faut payer combien? Alors, c'est gratuit. La plupart du temps, c'est gratuit. Il n'y a pas de raison à ce que vous payez. C'est organisé à Strasbourg, j'ai une date, c'est 28-29 mars. 28-29 mars à Strasbourg. Voilà. Comment on trouve l'info? Ça sera à la médiathèque, il me semble.
Mais comment on trouve l'info? Je ne sais pas si c'est encore annoncé. Ça sera en ligne. Vous n'êtes pas très bon en informatique, les mecs, pour communiquer? Bon. Ça sera sur l'agenda du Libre, ça sera vraisemblablement... Mais quelqu'un habite, je ne sais pas, habite à Clermont-Ferrand, à Bordeaux. Se dit, tiens, ça m'intéresse. Je tape quoi? Atelier Wikipédia, Clermont. D'accord. Voilà. Vous tapez le nom de votre ville, Atelier Wikipédia, et vous regardez ce qui ressort. Sinon, il ne faut pas hésiter à demander à votre bibliothèque, votre médiathèque. On en a formé pas mal dans toute la France. Et beaucoup de bibliothécaires ont ces connaissances-là pour les modifications. Donc, ils peuvent vous aider. Et la plupart organisent, ils sont en dehors de notre scope de vérification. Voilà, ils ne sont pas forcément dans notre calendrier, mais adressez-vous aux bibliothèques. C'est là où vous aurez le plus de chances d'avoir accès à des ateliers. Imaginons, j'ai 15 ans, j'habite à la campagne, c'est compliqué. C'est pas facile. Et je veux quand même faire des choses. Si vous avez Internet, vous avez donc des MOOC. Donc, c'est des cours en ligne qui sont gratuits. Il y en a eu un toute cette année sur la plateforme Fun, qui va redémarrer en 2020 à la rentrée. Là, je tape MOOC Wikipédia? Ouais, MOOC Wikipédia, tout à fait. MOOC. Et sinon, vous avez sur Wikipédia, dans le menu de gauche, débuter sur Wikipédia. Ah. Voilà, donc c'est dans le menu de gauche. Et là, en cliquant là-dessus, vous avez accès à des tutoriels en vidéo et des exercices à faire sur Wikipédia pour vous expliquer les différentes étapes de modification. Parce que, voilà, même si on a une interface qui est maintenant très user-friendly, comme on dit, il y a quand même des balises, il y a des codes, on n'écrit pas n'importe comment, c'est pas un roman. C'est ça, c'est une règle de mise en forme. Il y a des titres, voilà, et de comment on intègre des références ou pas. C'est ça. Voilà, donc et on va vous apprendre à sélectionner vos sources et à utiliser les sources de qualité avec les bonnes méthodes. Voilà, il vaut mieux une source scientifique ou un journal national qu'un blog. Oui, c'est mieux. Par exemple. Et donc, qu'est-ce que j'avais dit? On a fait le tour de tout ce que je voulais dire, ce qui est très très bien. Tu as évoqué les 5 grandes règles. Oui. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que les 5 grandes règles. La première grande règle de Wikipédia, c'est que Wikipédia... Alors c'est comme le Fight Club, mais c'est pour Wikipédia. C'est pour Wikipédia. Alors, c'est pas les mêmes pour les autres projets. Wiktionnaire ou Commons, c'est d'autres règles. Chaque projet a ses règles. Wikipédia, la première, c'est que Wikipédia est une encyclopédie. Donc ça définit le scope de ce qu'on va faire dans le projet Wikipédia. On va décrire des notions. Donc chaque article va décrire une notion. On ne va pas y mettre des informations type linguistique quand vous allez faire le verbe, enfin vous allez faire manger. On va définir qu'est-ce que c'est le fait de manger, l'alimentation, le principe de l'ingurgitation de nourriture et tout ça. Il y a quand même souvent un petit des fois il y a étymologique. En tant que wiktionnariste, je le trouve que on devrait plus le mettre sur Wiktionnaire, mais c'est pas grave en soi. On peut faire des doublons. On peut faire du doublon. Soit plus l'information se trouve, mieux c'est. Mais vraiment, le cœur de l'article doit être une notion encyclopédique. Ensuite, la deuxième grande règle, c'est que Wikipédia est neutre. Donc sur Wikipédia, on doit présenter les informations neutrement, on ne doit pas prendre parti. Même sur TF1, il n'y a pas... Vous n'êtes pas un petit peu... pas une dent contre eux? Même sur TF1. On a une dent contre eux, c'est pas les premiers, ce ne sera pas les derniers. Donc vous n'êtes pas neutre? Vous n'êtes pas fiable. Parce que l'article est neutre. L'article est neutre. Voilà, les contributeurs n'ont pas à être neutres en eux-mêmes. Mais les articles, oui. Le processus fait qu'on neutralise le résultat. Le fait est que plus il y a de gens qui contribuent sur un article, plus il est neutre. Donc, c'est une encyclopédie, elle est neutre. Elle est neutre. Ensuite, on n'y met pas de travail inédit. C'est-à-dire, vous avez découvert un nouveau truc, ce n'est pas un endroit pour publier des travaux. Wikipédia n'est pas une source. Voilà, Wikipédia n'est pas une source, c'est pas une référence. La quatrième règle, c'est on doit respecter le travail des autres. Et donc, il y a une règle de savoir-vivre. Donc, pas de vandalisme. Pas de vandalisme, mais on n'insulte pas les gens. Ah bon? Non. Désolé, je ne savais pas, je le ferai plus. On n'harcèle pas ses petits copains. Voilà, donc... voilà. Donc, il y a des règles de... En gros, il y a une étiquette. Ouais, une étiquette. Et enfin, la dernière règle, c'est qu'il n'y a pas d'autres règles fixes. Une règle pour dire qu'il n'y a pas d'autres règles. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout le reste, la mise en forme, les critères d'acceptabilité des entrées, les couleurs, les gadgets et tout ça, ça a été décidé par la communauté, accepté par la communauté, mais à tout moment, ça peut changer si la communauté revote et modifie. Tout est négociable, sauf les 4 règles. Sauf les 4 règles, les 5, quoi. Oui, puisque voilà. Celle-là... D'accord. Donc, ce sont les 5 règles qui garantissent que ce soit fiable. Alors, après, il y a quand même... Si, le truc, c'est qu'à un moment donné, mais comment est-ce que c'est financé? Parce que tu nous dis que ça nous appartient. Je te crois.
Mais tu as dit qu'il fallait de l'argent, donc il y a des appels aux dons. C'est ça. Mais si une grande entreprise, à un moment donné, dit crack Google ou Facebook, tiens, prenez 1 million, on le prend, 1 million ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait? Et en gros, est-ce que ce site, qui est donc le 6e site le plus visité au monde, est indépendant? Parce que s'il n'est pas indépendant, du coup, il est plus fiable. Ou Alors, peut-être qu'il est encore, mais bon, du coup, s'il n'est pas indépendant, est-il encore fiable? C'est ça la question. c'est vrai. Il est indépendant parce que il faut distinguer les gens qui écrivent Wikipédia de la fondation qui l'héberge. L'argent va essentiellement à la fondation qui a un budget qui est transparent. Vous pouvez y accéder. Vous tapez Wikimedia Foundation sur Wikipédia francophone, vous avez accès au budget détaillé. C'est 90 millions de dollars par an en budget, et c'est 60% de ce budget à peu près uniquement dans les serveurs. Parce que Donc on a c'est de la plus de technique. 50 millions de dollars pour les serveurs. Pour faire en sorte que les gens aient accès au contenu de Wikipédia. Cette fondation contribue pas sur Wikipédia. Elle ne fait que l'héberger. D'accord. Récemment, c'est Apple qui a donné 1 million parce que la fondation a réclamé à Apple que Apple donne 1 million. Wikipédia, c'est un bien commun et certaines entreprises l'utilisent de manière commerciale, puisque Wikipédia le permet. Vous Ça veut avez dire quoi? sur les recherches Google, à droite, quand vous faites une recherche, un petit encart avec un lien vers Wikipédia, par exemple. Et Google se fait de la pub à côté, et donc grâce à Wikipédia qui valide la qualité de ses recherches, elle se fait quand même de l'argent. Donc, J'ai pas compris. dans la page de recherche Google, On est sur Google, donc on fait une recherche. On est chez Google. On est chez appartient à Google. une entreprise. Voilà. Et quand on fait des recherches, ça génère du profit à Google. C'est Oui, ça? c'est ça. Parce qu'il y a des pubs sur les encarts. Mais il y a aussi un encart Wikipédia, dont le contenu est récupéré de Wikipédia. D'accord. Et ce contenu-là augmente la validité des recherches Google, puisque c'est plutôt fiable à peu près comme projet. Et donc, Google utilise Wikipédia de manière commerciale. La fondation, régulièrement, demande aux GAFAM de faire un don. Alors les GAFAM, on en a déjà parlé, mais on va rappeler. Donc c'est les grandes entreprises numériques. Du web, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et donc, la Fondation demande régulièrement à ces grandes entreprises qui font de l'argent grâce à Wikipédia aussi, puisqu'ils l'intègrent notamment dans leur Siri, Cortana et tous ces assistants vocaux. Oui. Ils utilisent Wikipédia et ils utilisent le bien commun sans l'enrichir, sans le faire en sorte qu'il puisse perdurer. Du coup, on fait des demandes de dons de la part de ces entreprises. Chaque année, on reçoit à peu près 1 million par une entreprise. C'est jamais la même. Il y a un roulement, chacun donne 1 million par an. Là, ça fait 5 ans, donc là, on a fait les 5 là, déjà. C'est pas des sommes énormes. C'est pas des sommes énormes, ça représente 1 million sur 90 millions sur le budget. Moi, je pense qu'ils pourraient donner tous 1 million par an. Ils pourraient personnellement, parce que pour ce bien commun. Voilà. Donc, c'était mon avis. Peut-être qu'ils vont m'écouter. Simon Dax l'a dit. Et donc, mais il ne donne quel hébergeur? Il ne donne pas à ceux qui écrivent sur Wikipédia. Puisqu'il écrit sur Wikipédia n'appartient qu'à ses rédacteurs et à ses lecteurs, et ces rédacteurs et ces lecteurs ne sont pas payés. L'intégralité des gens qui écrivent sur Wikipédia sont des bénévoles volontaires. Et c'est ça qui fait qu'eux ne sont pas influencés par l'argent. Oui. Donc ça reste indépendant. Est-ce qu'on a quand même... Est-ce qu'il y a des affaires ou des choses ou des enfin, parce que c'est pas un projet parfait forcément. Non, bien sûr. Et on fera un petit bonus à la fin, on va douter un peu du projet pour le mettre à l'épreuve, mais avant d'en arriver là, est-ce qu'il y a actuellement des choses, c'est en travaux, là, les mecs, là, il faut qu'on améliore ça, aujourd'hui, sur Wikipédia? Clairement, l'accueil des nouveaux, comme je dis, c'est un sujet qui fait aujourd'hui beaucoup polémique, et il faut que l'interface soit améliorée pour mieux accueillir les nouveaux. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant. C'est clair que l'éditeur visuel qui vous fait une interface Word vous permet vraiment de faciliter l'écriture sur Wikipédia. Mais maintenant, il faut aussi qu'il y ait des espaces facilités pour la communauté qui soient très simples d'usage pour les nouveaux, pour que les gens ne soient pas perdus quand on leur enlève leur article ou on leur met des bandeaux, parce que souvent c'est un peu la panique pour beaucoup de gens. Ouais. Donc ça c'est vraiment un point fort, je pense, pour moi, puisqu'il faut que la communauté, de manière générale, se renouvelle. Oui, on ne peut pas rester qu'avec les gens qui étaient là en 2001. Non, déjà, il n'en reste pas beaucoup. Ils sont déjà morts? Non, il y en a quelques-uns qui sont morts. Mais ils sont usés, ils sont fatigués? C'est surtout qu'en fait, on s'aperçoit que, comme n'importe quelle passion, les gens passent à un autre sujet, en fait. Oui. Ils passent à autre chose, une fois qu'ils ont traité les sujets qui les intéressaient sur Wikipédia. C'est vrai. Donc, il y a cet effort-là à faire. Est-ce qu'il y a des... Par rapport aux guerres d'édition,
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? En gros, sur des sujets chauds ou des sujets où on peut soupçonner qu'il y a des intérêts à ce que telle vérité soit admise plutôt que d'autres, comment c'est géré? Parce qu'on pourrait dire on laisse faire, parce que tu as pris l'exemple du conflit palestinien. Moi, j'irais pas mettre un orteil dans un truc pareil, parce que, un, j'y connais rien, et deux, il faut vraiment être très motivé pour s'en prendre plein la tête. Enfin, ça refroidit. Alors, juste, il y a plein de choses où vous pouvez venir et où c'est pas chaud et où vous serez bien accueillis et ça peut être causé, mais il y a quand même des sujets particulièrement d'actualité. Faut être passionné. Comment c'est géré? Faut être passionné. À un moment donné, du sujet. il faut bien arbitrer quelque chose. C'est vrai. Alors, il y a des arbitres. Justement, quand le conflit est complètement fermé, il y a un médiateur qui arrive, une personne tierce, pour justement régler le conflit. De toute manière, la communauté autogérée a quand même déterminé un certain nombre de règles de fonctionnement pour éviter ce genre de blocage. Ça fait quand même 18 ans maintenant que Wikipédia existe. Du coup, on est quand même assez rompu sur un certain nombre de ces choses-là. De toute façon, ce que Wikipédia, la règle principale, c'est la prudence. Le sujet vous semble vraiment touchy, limite, vous n'avez pas les sources adéquates, vous n'avez pas l'envie, tout ça, soyez prudents, faites pas ça. C'est une actualité qui vient de sortir. Moi, je suis toujours très prudent sur les articles sur, je sais pas, il y a eu l'incendie à Lubrizol ou l'attentat, les attentats, les articles étaient là tout de suite. Wikipédia n'est pas un journal. Non, voilà. Et du coup, en fait, le problème est que les journaux vont publier tout de suite. Wikipédia va prendre ces journaux-là comme source. Et en fait, il vaut mieux attendre quelques mois d'avoir des vraies conclusions. Est-ce que Wikipédia avait dit qu'on avait retrouvé Monsieur Dupont de Ligonnès? Non. Bon, très bien, ça, parce que l'info, voilà, a circulé partout, mais chez vous, on n'a pas eu ça. Bon, c'est bien. On a mentionné que les journaux s'étaient trompés. Et c'est de bonne guerre. À eux de pas faire d'erreur. Un mot de la fin, avant qu'on fasse le bonus, sur un message important pour les gens qui ne sont qu'à la radio. Eh ben, merci. Lisez Wikipédia avec un peu d'esprit critique et surtout contribuez sur les sujets qui vous intéressent. Wikipédia, c'est fait par des passionnés, par des gens qui ont envie de partager les savoirs qui les intéressent. Vous avez des passions, des passe-temps qui intéressent des gens. Vous avez du savoir à partager. Voilà, il suffit maintenant d'apprendre à comment le faire. Et Wikipédia, voilà. Tout est gratuit. Alors, on aura un petit bonus pour redouter un peu de tout ça. On vous donne rendez-vous le 11 décembre en direct à la bibliothèque Stanislas de Nancy. On va parler des abeilles. Est-ce que les abeilles disparaissent, oui ou non? Et puis, le prochain bénéfice du doute, on recevra Jacques Van Rielaer, qui est un ex-psychanalyste, qui est un co-auteur du livre noir de la psychanalyse, qui fêtait ses 10 ans l'an dernier, et qui va sortir un bouquin sur Freud et Lacan. Et on va s'intéresser aux icônes de la psychanalyse, à ces grands personnages. Et il ose utiliser il pose la question, sont-ils des charlatans? On va en douter. Donc, on vous donne rendez-vous bientôt. Portez-vous bien et restez sceptiques. Alors, le petit bonus, tu es encore avec nous, Lucas? Je suis là. Ça va? Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Bon. Un truc qu'on a oublié, mais c'est ta faute, que ça peut pas être ma faute. C'est entièrement ma faute. Tu as ramené 2 livres pour que les gens se renseignent un peu sur Wikipédia. Montre-les-nous. Alors, j'ai ici Le Miracle Wikipédia. Donc, c'est un petit ouvrage qui vous présente Wikipédia. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment c'est né? Donc, le Miracle Wikipédia, c'est vous cherchez à en savoir un peu plus. Ça va pas vous apprendre à contribuer, mais ça va vous faire un tour d'horizon de quelles sont les logiques qui font que ça fonctionne et quelles sont les choses chouettes que ça apporte. Presse polytechnique et universitaire romande. C'est suisse alors? Oui. C'est pas grave.
Et sinon, le deuxième ouvrage que je vous conseille vraiment, c'est Wikipédia, objets scientifiques non identifiés. Et donc cet ouvrage-là, c'est issu d'un colloque qui a été fait en 2013. C'est une résumé d'actes de colloque. C'est des articles scientifiques, mais qui sont accessibles au grand public en termes de lecture. Donc vous ne serez pas perdu. Pas besoin de passer par Sci-Hub. Non, voilà. C'est en français, là. C'est en français. Et là, vous avez vraiment une analyse de Wikipédia en 2013 qui, pour la plupart, sont encore pas mal à jour en termes de logique de fonctionnement, mécanique des foules et tout ça. D'accord. Alors, comme l'émission, c'est le bénéfice du doute, on a commencé par se poser la question, mais quand même, on peut douter. Est-ce qu'il faut toujours aller sur Wikipédia? Est-ce qu'il n'y a pas, sur certains sujets, des sources qui sont... Enfin, des sources, des références, enfin, des sites qui sont... Ou des sites ou des bouquins qui sont mieux? Est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels, franchement, pour l'instant, c'est pas au point? Est-ce qu'il y a pas est-ce que structurellement, il n'y a pas des faiblesses? Si. Alors, est-ce qu'on peut en parler un peu? Alors, Wikipédia, comme elle est contribuée uniquement que par des bénévoles volontaires, les gens contribuent sur les sujets qui les intéressent. Pour peu que le sujet soit pas intéressant, trop complexe, peu inaccessible au grand public, et comme c'est essentiellement des gens issus du grand public qui contribuent, les chevaliers ça fait de l'an 1000 au lac de Paladru, c'est un peu complexe. Donc, c'est pareil, des sujets scientifiques qui vont être de très très haut niveau peuvent être, si un scientifique n'est pas passé derrière et pas contribué, il y a, à moins d'un amateur très éclairé, vous avez peu de chances d'avoir quelque chose de vraiment fiable et vraiment très solide sur le sujet. De même, vous avez des trous considérables en fonction du nombre de sources. Le fait est qu'on a moins de bibliographies de femmes que d'hommes, parce qu'on a moins d'articles et d'ouvrages sur les femmes que sur les hommes en termes de personnages de l'histoire. Donc, en fonction de l'existence des sources. Vous ne pouvez pas inventer des infos qu'on n'a pas. C'est ça. Donc ça, c'est aussi une vraie limite à Wikipédia. Mais on ne peut pas trouver mieux ailleurs, ou si? Est-ce qu'on a mieux ailleurs que Wikipédia? Si, parce que pour peu que l'ouvrage soit sorti et que personne ne l'a encore intégré dans Wikipédia en termes de sources, donc, il y a quand même plus de connaissances encore en dehors que dedans. Je pense. Donc, Donc, n'abandonnez pas votre carte de bibliothèque. Non. Allez lire des vrais livres. Achetez-en d'ailleurs. Et pour avoir un chiffre, par exemple, sur Wikipédia, en 2015, un chercheur a identifié qu'il devrait y avoir entre 100 et 200 millions d'articles par version linguistique. On est bien loin, parce qu'on a 2 millions pour l'instant. Donc pour chaque langue, il y a la place pour plus de 100 millions. Ouais, entre 100 et 200 millions. Nous, on en a 2 et quelques en français. Voilà. Bon, donc vous avez du travail. Mais voilà, mais en gros, en termes d'usage, quand on est lycéen, je pense que Wikipédia est le bon niveau, peut-être. Oui, quand on est lycéen, ça va. Quand vous êtes collégien, il y a Wikidia qui est... c'est quoi? Wikidia, c'est fait par les jeunes, pour les jeunes, 8 à 18. Donc ça s'appelle... Wikidia, c'est avec un V, Dia. V et Kid, comme Kid, enfant. Et IA. D'accord, voilà. Wikidia. Donc ça, les parents qui veulent que leur gamin travaille un peu sur... les logiques sont similaires, mais la communauté, ce sont des jeunes, ce sont des mineurs. Il y a quelques adultes qui gèrent la communauté. Est-ce que c'est pas bien pour se mettre le pied à l'étrier de Wikipédia de commencer à 8 ans, 10 ans sur Wikipédia? Si, c'est pas mal. Il y a pas mal de Wikidiens qui deviennent des Wikipédiens après. Ouais. Oui. Si. Et surtout, sur Wikidia, et je la conseille à tous, pas forcément aux jeunes, des gens qui ont des soucis de lecture, de ça, qui veulent juste un résumé, quelque chose qui soit très accessible sur un sujet. Allez sur Wikidia, ils ont déjà pas mal de milliers d'articles, et c'est écrit pour être accessible à des gens qui n'ont pas un niveau de Wikipédia, où parfois vous avez des équations. Et qui contribuent à Wikidia? Comme je dis, essentiellement des jeunes, vous avez aussi quelques adultes. On peut? Bien on sûr. A le droit? Bien sûr. J'ai ma question sur les limites. Oui, voilà. Par contre, quand on est étudiant, alors d'abord, vos profs vont vous dire ne pas copier, ça c'est quand même la base, parce que ça se voit. En plus, alors, je vous préviens, les profs vous le disent, mais ils ont maintenant des logiciels. Quand vous rendez des travaux numériques, parce que maintenant vous le rendez sous cette forme-là, s'il y a un moindre doute, il passe à la moulinette et le prof a accès à toutes les sources qui citent vos phrases. Vous allez vous faire allumer. Faites pas ça. Donc, comment on dépasse Wikipédia? En allant dans les sources. Si je veux, voilà, si moi j'ai besoin j'ai un truc en physiologie du castor lapon, comment je fais pour me renseigner? Donc, c'est pas notre travail, mais en gros, il faut quand même admettre que là, typiquement, sur un sujet très très pointu, Wikipédia va pas m'aider beaucoup. Non. Est-ce qu'il y a d'autres projets wiki? Est-ce qu'il y a d'autres choses autour? Non, pour le coup, Wikipédia n'est pas encore très positionné là-dessus.
c'est surtout une porte d'entrée. Donc, vous pouvez commencer par, faire le tour du sujet sur Wikipédia s'il n'y a pas grand-chose. S'il y a des références, allez-y. Et commencez par les références. Parce que les références vont, elles, avoir des bibliographies plus complètes ensuite. Et donc là, ça vous permet d'entrer dans ce réseau de connaissances qui sera sur les Google Scholar et tout ça, à partir des références des références. Donc, voilà. Donc on n'a pas de solution pour ça. Mais vous n'aurez pas... Mais si votre travail n'est pas d'un niveau universitaire, normalement Wikipédia devrait être fiable. On ne vous garantit pas que tout ce que vous lirez sera vrai. Il n'y a aucun site qui fait ça. C'est ça. Tout est vrai. J'en connais un où tout est faux, mais tout est vrai, il y en a plusieurs même, je pense. Un dernier mot ou un message à la communauté, aux gens qui vont rejoindre la communauté, quelque chose que tu regrettes qu'il ne soit pas fait ou peut-être un truc, ça c'est fait et c'est bien, un message pour les gens qui sont... Pour les 300, pour les 19 000 Wikipédiens francophones. Déjà, merci pour tout ce qu'ils font, parce que c'est un temps considérable. C'est des milliards d'heures de contributions qui sont faites par ces gens-là. Merci d'avoir déjà fait ça et de continuer. Et puis, merci toujours d'essayer d'accueillir les nouveaux, d'agrandir les gens. On a de plus en plus de groupes locaux qui se forment dans les villes, en France notamment, mais aussi on commence à avoir des associations qui se forment en Afrique. Donc on a des gens et des contributeurs qui sont aussi sur du partage d'expériences en vrai. Et ça, c'est pour moi une super indication pour l'avenir, puisque les gens commencent à voir que derrière Wikipédia, il y a des vrais gens qui ressemblent à leurs voisins. Et puis c'est important, peut-être aussi, tu as évoqué l'Afrique, que ce ne soit pas que des Français de France qui écrivent des articles en français. C'est ça. Parce que le Wikipédia francophone, il n'est pas français, il est francophone. Et donc, bienvenue aux gens hors de nos territoires, parce qu'eux ont des connaissances et des points de vue qui permettraient d'améliorer la neutralité et d'enrichir encore notre connaissance. Donc, il n'y a plus qu'à. Ça ne sera pas sans vous. Merci, Lucas, d'être venu de Lyon, c'est ça, hein ? De Lyon, tout à fait. Loin, pour passer cette heure avec nous. Et bon courage pour tes projets. Merci. À bientôt.